Eh bien, ça y est, la première saison de la série The Last of Us est maintenant terminée. Il est donc l'heure du verdict final. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve une dernière fois sur la série The Last of Us. Enfin, une dernière fois, c'est un bien grand mot, évidemment, j'en reparlerai dans d'autres vidéos et potentiellement pour la saison 2. Comme à chaque fois, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette dernière. Vous y verrez mon test sur The Last of Us 2 ainsi que ma première vidéo sans spoilers. Ici, évidemment, c'est la dernière vidéo de la première saison, donc forcément, je vais bien spoiler. Et forcément, vu qu'on parle de l'épisode final, eh bien, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait depuis le début à s'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est juste un petit clic, hop, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer de l'actualité de cette série. Quoi qu'il en soit, nous allons pouvoir nous plonger dans l'épisode 9, Look for the Light. Toujours réalisé par Ali Habashi, ce qui est une très bonne nouvelle puisque c'est le même réel que l'épisode précédent qui était quand même correct. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est écrit par Craig Mazin ainsi que Neil Druckmann, les deux réunis. Au même titre que le premier épisode, qui pour moi était le meilleur avec le second. Donc toutes les conditions sont réunies pour faire de cet épisode final quelque chose de bon. Une femme enceinte fuit un infecté. Mais lorsqu'elle se fait rattraper et mordre, elle fait TP son bébé par terre. Plus tard, Marlène tuera cette dernière afin d'éviter qu'elle ne se transforme. Par la suite, nous retournons au présent avec Ellie et Joel toujours en route vers l'hôpital. Ellie fait un peu la gueule et jette une échelle sur la tronche de Joel. Wow. En effet, elle a été surprise par une girafe en 3D. Plus tard, les deux vont beaucoup discuter et même parler de suicide avant de se faire embarquer par les lucioles. Joel se réveille, seul, et apprend par Marlène qu'Ellie s'apprête à se faire opérer, ce qui va probablement causer sa mort. Plus qu'à les laisser faire, Joel. Évidemment, Joel va dézinguer tout le monde pour repartir avec Ellie et lui faire croire qu'il n'y avait pas de solution. Alors, que dire de tout ça? Déjà, je constate que la femme enceinte, donc Anna Williams, si je ne me trompe pas, la mère d'Ellie, eh bien, il me semble que c'est l'actrice qui joue Ellie dans les jeux vidéo en mocap, Ashley Johnson. Et sans vouloir m'avancer, il me semble qu'elle est doublée par Adeline Chetaille, la même VF que celle d'Ellie des jeux. Et ça me renvoie sur une anecdote que je vous livrerai dans la partie commentaires. La tragédie de l'introduction nous montre que Marlène tue Anna peut-être pour rien. Vu qu'Ellie est immunisée aux champignons cordyceps, peut-être que sa mère l'était aussi. Ne pas la voir se transformer nous fait torturer de l'intérieur. La transition entre ce flashback et Ellie dans le présent qui fait la gueule, eh bien, nous donne l'illusion qu'elle pense à son passé, alors qu'en vérité, elle pense à son futur à ce moment-là, son futur potentiellement avec Joel. Tandis que ce dernier lui propose de faire demi-tour à tout moment si elle en a envie. Un dialogue que j'apprécie d'ailleurs beaucoup dans le jeu. Dans cet épisode, on a plus ou moins Marlène qui trahit sa promesse pour créer ce vaccin, la promesse de protéger Ellie. Tout comme, finalement, avec du recul, elle n'a pas réussi à protéger sa mère. Vous voyez, parce que forcément, c'est elle qui l'a tuée. On avait un schéma qui était en train de se reproduire avec Marlène qui tuait à la fois la mère et la fille. Et ce, peut-être pour rien. Peut-être pour rien. On ne sait pas. On ne sait pas si ce vaccin aurait marché, oui ou non. Et c'est là que Joel intervient qui, peut-être, a réussi à stopper cette boucle infernale. Stoppée par le sang. Bref, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à exploiter avec l'introduction. Alors, globalement, sur la forme, c'est l'épisode le plus court qu'on a pu avoir jusqu'ici, une quarantaine de minutes. Et évidemment, j'ai aimé cet épisode parce qu'ils ont fait tout pareil que dans le jeu. C'est le même fil conducteur avec les mêmes décors, la même mise en scène et les mêmes dialogues. Je crois que c'est le plus gros copier-coller que la série ait pu faire jusqu'ici. Et c'est pas plus mal parce que David Chrétien, ça va bien 2 minutes. Alors par contre, je n'ai pas compris pourquoi on a dit que l'épisode final allait diviser. C'est juste la même putain de chose que dans le jeu. Je me suis dit, à mon avis, à la fin, ils vont changer un truc. Eh bien non. Non, c'est la fin reste aussi fidèle. On est à des années-lumière de l'épisode 3 qui lui proposait quelque chose de complètement différent. Pour ma part, ce que j'ai vu, c'est une introduction quand même vachement folle, avec une sacrée ambiance, de bons décors. On a même eu le droit à un infecté, ce qui est quand même très rare dans cette série. Avec du recul, je me rends compte qu'on a eu qu'une seule scène de claqueur, enfin, je parle bien d'une vraie scène de claqueur, dans le noir où il ne faut pas qu'on entende le bruit. Ça n'est utilisé qu'une fois dans la série, ça, finalement. Alors que c'est un élément phare dans le jeu, le fait qu'il ne faut pas faire de bruit. On a même une scène à nouveau comme ça dans le jeu avec David. Normalement, ça c'est la menace constante, le fait d'éviter de faire un maximum de bruit pour ne pas se faire choper par un claqueur. Bref, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas eu plus de scènes
comme cette introduction dans la série, une vraie scène qui va nous apporter de bonnes informations sur les origines des personnages, comme par exemple, je pense aussi aux origines de la pandémie. Ça, c'était quand même intéressant à voir. Eh bien, on n'a pas eu assez de scènes comme ça. À la place, on est resté trop focus sur les personnages dont tout le monde se fout, comme par exemple Kathleen. Bref, c'est dommage que le rendu final aura autant été en dents de scie. Évidemment, je savais à l'avance qu'on n'aurait pas eu le droit à cette scène de dingue souterraine dans le bus avec l'inondation, un passage qui nous montrait que la dangerosité de l'univers ne se basait pas uniquement sur les humains ou encore les infectés, mais bien sur la fragilité des environnements. Le monde d'avant est en train de s'effondrer et on le ressentait bien dans cette scène. Donc, lorsqu'ils se retrouvent tous deux dans le camp, dehors, je savais, mais vraiment, hein, je savais qu'ils allaient trouver un prétexte bidon pour skipper toutes ces scènes d'action qui avaient beaucoup de sens. Une scène d'action qui nous montrait nos deux héros se soutenir. Et ça n'a pas manqué puisqu'on a des mecs qui sortent de nulle part pour lâcher une bombe flash et terminus. Les mecs ont gâché une bombe flash juste pour 2 personnes. C'est chaud. Il suffisait simplement de les braquer. Et moi je me dis, mais c'est con parce que l'épisode était quand même très court, une 40aine de minutes. Il aurait été simple de négocier pour rajouter 10 minutes d'action supplémentaires. Quitte à supprimer la girafe en 3D qui coûte cher, dont tout le monde se branle. Et c'est dommage parce que je me rends compte qu'il y a quand même très peu d'obstacles dans cette série. Tout glisse comme une lettre à la poste pour arriver à destination, avec beaucoup de blabla entre chaque scène. La série va plutôt se contenter de reproduire tous les moments contemplatifs du jeu, encore une fois comme la scène de la girafe avec le panorama géant, qui était quand même impressionnant dans l'original. Mais à côté de ça, je savais que j'allais adorer la scène de l'hôpital pour une raison. Déjà, je savais très bien qu'ils allaient reproduire la scène de tuerie, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. On ne pourrait pas avancer dans l'histoire s'il n'y avait pas ça. Tout comme l'épisode 7, je savais très bien qu'on allait voir un infecté à la fin de l'épisode, parce que sinon l'histoire n'avance pas. Bien là c'est pareil, et la vraie raison c'était surtout Pedro Pascal. Jusqu'ici j'ai trouvé sa performance plutôt irréprochable, et je ne parle pas de l'écriture, le fait d'avoir fragilisé ce Joël, eh bien à côté de ça, ça n'empêche pas que Pedro Pascal a été quand même très bon, et là ça n'a pas manqué, il est à fond dans son personnage. De plus, ce Joël a l'air beaucoup plus épuisé par rapport au début de la série. Il a les cheveux un peu plus longs, plus ébouriffés, il paraît plus gris et relâché. Et surtout, j'avais peur qu'il travestisse la fin pour nous faire culpabiliser des actions de Joël. Et non seulement ce n'est pas le cas, mais à la place, on a eu une scène magnifique. Une scène avec une putain de mise en scène, et un montage bien rythmé avec une bonne musique. Dans l'hôpital, on a réussi à convertir une scène d'action classique de gameplay dans le jeu en quelque chose de plus poétique. Et vraiment, mais j'aurais adoré voir ça, mais pour tout le reste, pour toute la série. Le fait de convertir des scènes de gameplay simples dans le jeu vidéo en des scènes comme ça, des scènes d'une grande efficacité presque poétique. C'est justement ça que j'aurais adoré voir avec Sam et Henry. C'est aussi ça que j'aurais adoré voir avec Ellie et Riley. Bref, un petit peu de créativité de façon à nous montrer de l'action efficacement. D'ailleurs, je trouve ça rigolo de voir que les chirurgiens n'ont rien entendu. Genre, ils n'ont entendu aucun coup de feu depuis le début. Bon, après, évidemment, c'est pour faire comme dans le jeu. Et aussi, l'explication qui consiste à opérer Ellie m'a paru plus limpide dans cette série. Le fait que ça passe par le cerveau et qu'il faut examiner comment ça fonctionne pour pouvoir reproduire les messagers. Bref, c'était pas mal. Alors, je préfère encore et toujours la mise en scène du jeu. Vous savez, cette fameuse mise en scène où Joël court avec Ellie dans ses bras, avec la musique au violon derrière. Vraiment une scène très poignante qui me fait verser des larmes, alors que tout le monde le poursuit. Ça, voilà, ça n'est pas dans la série. Et pareil, lorsque Joël achève Marlène, il y a un espèce de son d'instrument de musique qui tente de reproduire le bruit de l'encéphalogramme plat pour symboliser la mort. You just come after her. Évidemment, ce ne sont que des détails, mais c'est justement ce genre de détails qui rendent une œuvre perfectionniste. Bref, je ne reviendrai pas sur le fait que l'original était d'une grande perfection. J'ai encore pas mal de choses à dire pour conclure, mais avant tout, la partie commentaires. Partie commentaires, il y a quelques points intéressants à relever par rapport à ma vidéo précédente, vous allez voir, en commençant par le commentaire de Axesoka. C'est ça, hein, ça se prononce comme ça, hein, Axesoka. En gros, ce commentaire m'explique que si les gens qu'on a pu voir dans le camp sont en fait des croyants, c'est parce qu'ils se trouvent dans l'état de l'Utah. Il m'explique également que la majorité des croyants sont mormons et non chrétiens de base. Et forcément, c'est différent. Alors, c'est mignon. Voilà, c'est très mignon. D'ailleurs, j'en profite également pour dire que ton commentaire était très gentil. Mais à ça, je tiens quand même à ajouter que le mormon n'est pas une religion. On parle bien
du christianisme, le mormon n'est que le nom qu'on donne aux membres de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qui en effet réside dans l'Utah. Il n'y a donc pas eu d'erreur dans mes propos dans ma vidéo précédente. Il s'agit en gros d'un dérivé du christianisme. Et c'est donc à peu près le même débat que musulmans et islamistes radicales. Pareil, du côté des juifs, il y a plusieurs pratiquants différents. Mais concrètement, dans l'épisode 8, on a très bien compris qui est la cible. La cible, c'est la Bible. On a très bien compris qui sont les méchants et qu'il aurait été hors de question de viser une autre religion. Je veux dire, on voit la Bible, il parle de l'Apocalypse, il parle de Dieu, etc. On n'est pas non plus débile, on sait qui est la cible quand les autres religions dans la pop culture sont présentées sous un voile beaucoup plus positif. Ce commentaire va par la suite émettre une hypothèse disant que David se fiche de la religion et qu'il ne s'en sert que pour manipuler les gens. Et apparemment, tu l'as compris dans le dialogue entre Ellie et David au début de l'épisode. Mais pour ma part, ce n'est pas vraiment l'impression que j'ai eue. David m'a l'air parfaitement sincère dans sa croyance. Par la suite, j'ai vu pas mal de commentaires. Alors, je ne vais pas tous les citer, je vais parler de façon générale. Mais ouais, j'ai vu plein de gens dire « Eh, mais t'as pas compris !» Mais en fait, c'est censé dénoncer le pouvoir de la religion. C'est vrai que je n'avais pas compris, dis donc. Non mais les gars, c'est justement ce que j'ai critiqué dans ma vidéo précédente. C'est le fait que ça, cette espèce de secte, c'est un cliché intersidéral, tellement que c'était utilisé. Et en plus, on utilise la religion chrétienne, comme par hasard. Une bonne façon de dénoncer le pouvoir de la religion de façon intelligente aurait été d'inventer une nouvelle religion par exemple. Parce que là, on a montré le christianisme dans sa forme la plus caricaturale possible. Non mais vraiment, dès que j'ai vu David faire une prière au début de l'épisode, je me suis dit ok, ça y est, c'est reparti pour ce registre qu'on connaît tous par cœur. Et surtout que cet épisode-là va faire doublon avec la religion présentée dans The Last of Us 2, qui pour le coup est une religion inventée en cohérence avec l'univers. Donc même si je trouvais ça cliché dans le jeu, forcé de constater que c'était quand même bien fait. Mais disons que ce genre de thématique a plus sa place dans un Silent Hill par exemple, puisque c'est ancré dans la nature profonde de l'univers. C'est quelque chose qu'on a forcément vu dans le film de 2006, donc arrêtez de crier au génie sur l'épisode 8 qui parle de ça comme si c'était quelque chose de nouveau. Non, ça n'a absolument rien de révolutionnaire. Bref, on continue sur VicD qui nous dit « Moi, ce qui me marque le plus, ce sont les infectés qui sont plus rares que la nourriture. » Voilà, un petit commentaire simple qui m'a amusé. Nous avons ensuite Cad BLB qui nous dit que Troy Baker, qui joue dans l'épisode 8, est en fait l'interprète du Joël des jeux vidéo. Et accrochez-vous puisque, vu que je regarde la série en VO, je m'en suis pas rendu compte, mais sa VF est la même que celle du Joël du jeu. C'est dingue ça. On dirait presque un troll de leur part. Avec toute la ville à nourrir, peut-être une semaine. 2 maximum. Josiah et Martin pensent avoir repéré un cerf l'autre nuit. Pas très loin vers l'est. Par contre, j'ai vu plein de gens dire que c'est lui qui aurait dû être choisi pour jouer le rôle de Joël. Je suis pas trop d'accord. Physiquement, je trouve son visage un petit peu trop étroit et jeune. Mais par contre, j'insiste pour dire qu'il aurait sûrement fait un très bon David. En revanche, ça devait être quand même un petit peu humiliant pour lui de jouer un rôle très secondaire et de voir Pedro Pascal lui voler littéralement la vedette. Et nous finissons sur Matei qui confirme le fait qu'en effet, il manque trop de moments importants dans la série. Mais en fait, moi, je vais dire un truc qui me rend ouf par rapport à ça, c'est que, vous savez, sur YouTube, il existe des vidéos de compilation des cinématiques du jeu qui va amener un peu de gameplay pour créer une cohérence. Et c'est très court, ça dure genre 5, allez, maximum 7 heures, en tout cas pour le premier jeu, et ça nous donne un petit peu l'illusion de regarder un film très long. Et au final, quand vous regardez cette compilation qui est beaucoup plus courte que la série, mais je peux vous garantir que c'est beaucoup plus riche et mouvementé. Ça raconte plus de choses, ça a plus de fond, ça a plus de forme, et c'est beaucoup plus court que la série. Et ça me rend dingue. Vraiment, si vous avez la flemme de jouer au jeu, regardez ces vidéos-là, ces espèces de compilations de cinématiques, vous allez vous régaler. Enfin bref, nous allons maintenant pouvoir gentiment conclure. En tout cas, évidemment que j'ai kiffé cet épisode 9. Toutes les conditions étaient réunies pour que ça marche. C'était aussi fidèle que les 2 premiers épisodes. La réal était très bonne. Et je pars du principe que si on n'aime pas l'épisode 9, on n'aime pas le jeu. Mais en tout cas, globalement, je pense que vous connaissez déjà mon avis. C'est une bonne série, mais avec plein de petits défauts et de temps mort. Vous savez, il y a les bonnes adaptations, il y a les mauvaises adaptations, et il y a ce que j'appelle les adaptations paresseuses. Et selon moi, la série The Last of Us en fait partie. Elle se contente de faire des copier-coller sans trop comprendre pourquoi, sans en saisir le sens, sans reprendre la magie de la mise en scène du jeu, sauf dans le dernier épisode. Voilà, encore une fois, j'insiste, le dernier était vraiment très bien. Mais globalement, dans l'ensemble, j'ai quand même eu l'impression de voir un remake du jeu, corrigé pour notre époque, plus lisse et plus édulcoré. Bref, tout nous laisse croire de voir la même chose que l'original,
mais en moins bien. Et c'est pourquoi je sais que la saison 2 sera très difficile pour moi. Vu que je n'aime pas de base le jeu vidéo The Last of Us 2, eh bien, les décisions vont être particulièrement grand guignolesque. Déjà, on verra Bella Ramsey 2 fois plus à l'écran, et je ne suis pas certain qu'elle ait le charisme pour, et il y aura encore plus de situations très sitcom, avec des tonnes de blabla où tout le monde raconte sa vie. C'est-à-dire que je sais exactement les scènes qu'on aura et les scènes qu'on n'aura pas. On aura la scène d'intro avec Joel, pour faire avancer l'histoire, on n'a pas le choix. On aura les scènes un peu chiantes avec Dina, même les plus dispensables. On aura probablement même la scène de sexe avec Abby. Bref, tout ça on l'aura. Par contre, on n'aura pas les scènes d'action très marquantes, un petit peu comme la scène dans la voiture. Je ne suis même pas certain qu'on aura le droit à la scène de sniper avec Tommy. Bref, cette saison 2, je la sens très mal. Je la sens vraiment très très mal. Nous verrons bien, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Peut-être d'ici 1 ou 2 ans. D'ici là, ça vous laisse largement le temps de me donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse avec cette série. Vu que c'est la fin, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à souscrire si vous pouvez et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.